Bonjour, bonsoir, aujourd'hui l'arithmétique en bref. Alors, par arithmétique, j'entends l'arithmétique qu'on fait en MPSI, ce qui n'est pas non plus dingue, mais ce qui est déjà solide en soi-même. Donc, comme d'habitude, c'est toujours pas un cours. Et sur ce, je vais vous présenter qu'est-ce que va y avoir dans cette vidéo. Donc, trois parties, comme d'habitude. Premièrement, des généralités. Ensuite, quelques petits trucs sur le PGCD et le PPCM, je viendrai plus tard sur ce que c'est. Et enfin, sur les nombres premiers qui forment quand même pas mal de trucs dans l'arithmétique qui sont très utiles. Voilà, on commence tout de suite avec les généralités par ce qu'il y a de plus simple et de plus utile, la notion de divisibilité de deux entiers, en prenant deux entiers relatifs, bien sûr. Alors ici, on dit que A divise B, alors avec la notation A slash B, donc A divise B, lorsqu'il existe un entier K tel que B soit égal à A fois K. Autrement dit, A divise B si B est un multiple de A. De là, on va avoir quelque chose de notable qui est que si A divise B, alors au niveau des valeurs absolues, on va avoir un ordre puisque valeur absolue de A sera inférieure ou égale à valeur absolue de B. Donc on voit que si A divise B et B divise A, on va avoir immédiatement le fait qu'en valeur absolue, ils vont être égaux. On dirait dans ce cas qu'ils sont associés. Voilà, c'est utile après pour faire des démonstrations. Et on va passer tout de suite à la notion d'ensemble de multiples et de sous-groupes. Voilà, on peut noter AZ, l'ensemble des multiples de A, c'est un sous-groupe de Z. Et en bonus, on a le fait que l'ensemble des sous-groupes de Z, donc tous les sous-groupes possibles, sont les KZ, avec K qui se balade dans Z, c'est-à-dire que les seuls sous-groupes de Z sont les ensembles de multiples. Voilà. Après, une propriété quand même sur... en fait, les ensembles de multiples, après, sont très utiles pour le PGCD et le PPCM, puisqu'ils donnent certaines définitions. On peut définir, en fait, le PGCD et le PPCM à partir des ensembles de multiples. Mais pour le moment, tout ce qu'on a, c'est que si les multiples de A sont inclus dans les multiples de B, B divise A. C'est logique, puisque si si les multiples de A font partie des multiples de B, comme dedans on a A, et du coup on va avoir A qui est dans les multiples de B, c'est-à-dire B divise A. Ensuite, un théorème fondamental, le théorème de la division euclidienne, c'est celui qu'on connaît en primaire. C'est grosso modo, vous prenez n un entier non nul, A un entier relatif, et vous avez un couple QR qui est unique, qui va exister tel que A sera égal à NQ plus R, et R sera entre 0 et N-1. Voilà. Autrement dit, R est un entier naturel strictement inférieur à N. Et juste après, on a quelque chose qui va être du coup la définition du PGCD de A et de B, qui sont deux entiers relatifs, comme le plus grand diviseur positif commun à A et B. Notez A et B justement, avec le et de la logique, l'opérateur logique, ou PGCD AB. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est le plus grand diviseur positif commun à A et B? Ça veut dire que si vous prenez C qui divise A et C qui divise B, alors vous avez C qui divise le PGCD de A et de B. Et voilà, donc il est divisé par tous ceux qui divisent A et B. C'est ça, c'est le plus grand au sens de la divisibilité aussi. Ensuite, on a l'algorithme d'Euclide qui découle directement de la division euclidienne, en fait, puisque c'est des divisions euclidiennes à répétition. Il permet de calculer les restes successifs de la division euclidienne, et il va permettre de trouver le PGCD, je vais expliquer juste après, mais pour le moment, qu'est-ce que c'est cet algorithme d'Euclide? En fait, c'est en prenant A et B deux entiers relatifs, on va avoir la suite des restes Rn, tels que pour tout n appartenant à grand N, on va avoir Rn plus 2 qui va être défini comme le reste de la division euclidienne de Rn par Rn plus 1 si Rn plus 1 est positif, strictement, et 0 sinon. Déjà, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que ça va être une suite cet algorithme va forcément terminer, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il va forcément atteindre 0 à un moment, la suite va forcément être stationnaire à 0. Pourquoi? Quand vous faites calculer le reste de la division euclidienne, on a vu juste avant qu'il était strictement inférieur à n, en prenant n le bon entier, l'entier correct dans la division euclidienne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a une suite d'entiers naturels décroissantes, donc à un moment elle est stationnaire à 0, forcément. Voilà. Donc ça veut dire que l'algorithme termine toujours, et le dernier reste non nul est le PGCD de A et B. Alors c'est pas parce que l'algorithme termine toujours que le dernier reste est non nul et le PGCD de A et B, ça c'est une démonstration, mais je vous la fais pas ici. Tout de suite pour la suite, qu'est-ce qu'on a? On a le fait que l'ordre dans lequel vous mettez les valeurs absolues, le signe de A et de B, importe peu quand vous calculez le PGCD. C'est-à-dire que vous pouvez mettre des valeurs absolues, etc., etc. Il est tout le temps le même, peu importe le signe de A et de B. Voilà. Et maintenant, on revient justement au sous-groupe de Z. Si vous prenez AZ plus BZ, ça va être le PGCD, les multiples de A plus les multiples de B sont en fait les multiples du PGCD.
Et ça permet, entre guillemets, de trouver votre PGCD, puisque si vous regardez qu'est-ce que c'est AZ plus BZ, vous aurez le PGCD. Et donc, en prenant bien évidemment AZ plus BZ avec la définition naturelle. Une autre propriété, c'est le fait que le PGCD de 0 et de 0 n'est pas défini, voilà. Et enfin, en avant-dernier, on a le fait que si vous avez A et B deux entiers, si vous divisez A par le PGCD de A et B, A est encore un entier. Et enfin, si vous pouvez factoriser par un entier lorsque vous faites calculer le PGCD, ça va juste mettre cet entier en valeur absolue. Avec donc le PGCD de AC et de BC, c'est valeur absolue de C fois le PGCD de A et B. Tout de suite pour la suite, la relation de Bezout, très importante, qui nous dit que si on prend deux entiers, un couple d'entiers différent d'un couple nul, il existe forcément une autre paire d'entiers, telle que AU plus BV soit égal au PGCD de A et de B. Ça c'est utile puisque lorsqu'on a A et B, le PGCD de A et B qui vaut 1, A et B sont des premiers entre eux, et qu'est-ce qu'on a? On va avoir l'existence d'un couple UV tel que AU plus BV soit égal à 1, ça va être utile plus tard. Enfin, si on considère D un diviseur de A et de B, A divisé par le PGCD de A sur D et de B sur D est égal au PGCD de A et B sur la valeur absolue de D. Ça fait écho tout à l'heure à ce qu'on avait avec le C. La démonstration est sensiblement la même, c'est sur le même principe. On peut faire d'ailleurs à chaque fois, la plupart du temps, on peut faire deux démonstrations deux idées de démonstration différentes en passant par les groupes. C'est à chaque fois la manière la plus simple à mon sens. Et en passant un peu laborieusement à coup d'algorithme d'Euclide. On peut aussi faire les démonstrations. Voilà. Maintenant, on définit le PPCM comme le plus petit multiple positif commun à A et B, noté A ou B. Enfin, moi, je le dis A ou B, parce que c'est le OU de la logique. Ou PPCM de A et de B. De plus, là, on a encore une définition avec les groupes. Voilà, on peut le définir comme ça. Le PPCM, c'est l'ensemble des multiples de A intersecté avec l'ensemble des multiples de B. Voilà, et puisque si vous y pensez, en fait, c'est ça, hein, si on considère le plus petit multiple, on prend des multiples en commun et on cherche le plus petit. Ensuite, pour tout n appartenant à Z, on a le fait que si A divise n et que B divise n, alors on va avoir le fait que le PPCM divise n. Et enfin, la même chose que pour le PGCD, on peut factoriser entre guillemets par un entier. Si on a AC ou BC, enfin le PPCM de AC et de BC, c'est égal à la valeur absolue de C fois le PPCM de A et de B. C'est un peu laborieux à lire à chaque fois, c'est pour ça que moi en général je dis juste A ou B par exemple, c'est plus rapide. Maintenant, si on considère le PPCM de A sur D et de B sur D, où D est un diviseur de A et de B, comme pour le PGCD, ça va être égal au PPCM de A et de B sur la valeur absolue de D. Enfin, ça c'est quelque chose qu'il n'y avait pas tout à l'heure. Si on considère la valeur absolue de A et de B, on peut l'écrire comme le produit du PPCM et du PGCD. Ça, c'est assez utile dans certains cas, notamment lorsqu'on cherche, lorsqu'on a des systèmes et qu'on a juste des conditions sur le PPCM et le PGCD, on peut retrouver le produit des deux entiers. Enfin, si le PGCD de A et de B vaut 1 et que le PGCD de A et de C vaut 1, autrement dit, si A est premier avec B et si A est premier avec C, alors A est premier avec le produit de B et de C. C'est-à-dire si A n'a rien en commun avec B et A n'a rien en commun avec C, alors il n'aura rien en commun avec leur produit. Et ça s'étend à n entiers distincts. Si vous prenez, ou même non distincts, si pour tout n entre 1 et R, où R c'est une valeur fixée, on a le fait que A est premier avec Bn, alors A est premier avec le produit des Bk, avec K qui va entre 1 et R. Maintenant, on a le lemme de Gauss. Il est très très court, mais très très important. Si A divise un produit BC et que A est premier avec B, alors A divise C. Comment ça s'interprète en fait? Comment moi j'aime bien l'interpréter, c'est si A divise BC mais que A n'a rien en commun avec B, alors s'il divise BC, c'est qu'il a quelque chose en commun avec BC. Et comme il n'a rien en commun avec B, il peut avoir que quelque chose en commun avec C. Donc A divise C. Voilà, c'est une manière un peu ésotérique de voir le lemme de Gauss, mais c'est comme ça traîne bien dans la tête et c'est utile. Puisqu'on ne pense pas toujours au lemme de Gauss, on voit les conditions, puis après on se dit, tiens c'est bizarre, il n'a rien en commun avec lui, quelque chose en commun avec lui, donc on en tire des conclusions. C'est-à-dire, on va pas aller dans un problème en pensant qu'il faut utiliser le lemme de Gauss.
Maintenant, si A divise C, B divise C et que A et B sont premiers entre eux, alors le produit de A et de B divise C. Autrement dit, si A divise C et que B divise C, mais que A et B n'ont rien en commun, ça veut dire qu'ils divisent C, mais pour des raisons différentes. Donc leur produit va aussi diviser C. Et pareil, ça s'étend à n entier, pas forcément, si justement là ils sont distincts. C'est-à-dire si on prend n entiers qui sont premiers entre eux, voilà, c'est ça que ça veut dire. Hein. Si les indices sont différents, alors les entiers sont premiers entre eux. Et que tous ces entiers divisent A, alors leur produit divise A. Voilà. Donc s'ils divisent tous A, mais pour des raisons différentes, leur produit divisera A. Maintenant, la troisième partie, celle sur les nombres premiers. Alors si on prend n un entier relatif, on dit que n est premier lorsque n a exactement 2 diviseurs dans n. Ces diviseurs doivent être 1 et n. Maintenant, si on prend n un entier relatif et p un nombre premier, le grand P c'est l'ensemble des nombres premiers, le PGCD de n et de p est égal soit à p si n est un multiple de p, soit à 0. De plus, tout entier supérieur ou égal à 2 a au moins un diviseur premier, et il y a une infinité de nombres premiers. La preuve est surprenamment simple, il vous suffit juste de le faire par l'absurde. Vous prenez l'ensemble des nombres premiers, il est fini, vous les multipliez tous entre eux, ça vous donne un entier fini, vous ajoutez 1, et après vous raisonnez sur le fait que vous devez avoir un autre nombre premier qui doit appartenir à cet ensemble. Bref, après la preuve se déroule toute seule, mais je ne vais pas vous l'écrire en entier parce qu'elle prend quand même un petit paragraphe. Maintenant, le théorème fondamental de l'arithmétique, très très important, il est fondamental justement. Tout entier supérieur ou égal à 2 s'écrit à l'ordre près comme un produit de nombres premiers. C'est-à-dire, je vais quand même le détailler, si on prend n un entier, n il va s'écrire le produit des p puissance alpha avec p qui appartient à grand P et alpha qui est propre à p. Là, c'est alpha indice p. Autrement dit, si vous prenez 15, il s'écrit 3 fois 5. Si vous prenez 20, 20 ça s'écrit 4 fois 5, et 4 fois 5, qu'est-ce que c'est ? C'est 2 au carré fois 5. Et vous pouvez étendre ça à n'importe quel entier. Même les nombres premiers respectent ce théorème, puisque vous l'écrivez juste, si P est un nombre premier, vous l'écrivez P, exposant 1 éventuellement, si vraiment vous voulez être précis. Ensuite, si on prend A, un entier relatif non nul, on va noter VP de A, la valuation p-adique de n. Ça va être l'entier alpha, tel que alpha va être le maximum des cas exposant n, tel que P exposant K divise n. C'est-à-dire, en fait, cette valuation p-adique, ça va être l'exposant qui intervient lorsqu'on écrit n comme un produit de facteurs premiers. C'est-à-dire que, du coup, si ça va être, c'est comme j'ai dit, c'est juste l'exposant. Donc on écrit n comme le produit des nombres premiers, et on a p exposant valuation p-adique de n. Voilà, maintenant on passe aux congruences qui sont très utiles. On dit que A est égal à B modulo n, et on note A congru à B. Congru, c'est un signe égal avec 3 traits. Modulo, c'est les crochets n, lorsque n divise A moins B. Autrement dit, B, ça va être le reste. Alors, c'est pas toujours le cas, mais on peut toujours l'écrire tel que ce soit le reste de la division euclidienne de A par n. Ou de n par A, excusez-moi. Lorsque n est fixé, on a une relation qui va être une relation d'équivalence. On dit que A et B sont en relation si et seulement si A est congru à B modulo n. Les congruences, vous les voyez un peu en physique, lorsque ou même si vous faites des fonctions trigonométriques, lorsqu'on dit que cos θ est égal à cos θ prime, si et seulement si θ est égal à θ prime modulo 2pi. En l'occurrence, c'est pas nécessairement vrai. Non, c'est modulo pi. Voilà, ils sont... Non. Attendez. C'est pour le sinus. Pour le sinus, c'est modulo. Ils sont égaux à 0 modulo pi. Et pour le cosinus, c'est égal à... je sais plus à quoi c'est égal. Mais bref, tout ce qu'il faut retenir, c'est que vous pouvez aussi les mettre avec des réels dans certains cas. Je réfléchis quand même parce que ça me perturbe. Pour les cosinus, ils sont égaux si oui, peu importe le signe, mais on peut faire un tour complet, on peut reculer c'est pi sur 2, bref, on s'en fiche. Oui, c'est pi sur 2. Bref, la suite.
C'est pas important. Si A est congru à B modulo n et C est congru à D modulo n, qu'est-ce qu'on a? On peut faire des produits, ça marche très bien. AC va être congru à BD modulo n, A plus C va être congru à B plus D modulo n, et pour tout cas appartenant à grand N, on a A exposant K qui va être congru à B exposant K. Alors pourquoi tout à l'heure je disais que en fait le B n'est pas toujours le reste dans la division euclidienne? C'est parce que vous pouvez retirer, vous pouvez faire plus ou moins n sur le côté droit en fait à chaque fois sans changer rien du tout. Par exemple, si vous prenez, si vous voulez voir combien est congru 2 modulo 3, 2 modulo 3 il est congru à lui-même, mais 2 est aussi congru à moins 1 modulo 3. Puisque si vous faites 2 moins 3, vous obtenez moins 1. Voilà, en ce sens, on peut définir des classes de congruence. Comme on a vu juste avant, on avait une relation d'équivalence. Donc on peut définir, en l'occurrence, on peut définir par exemple, quand on est modulo 3, on peut définir la classe de 0, c'est-à-dire telle que, en fait, la classe de, donc on va définir la classe de 0, la classe de 1 et la classe de 2. Quand on va être modulo 3, on aura exactement 3 classes différentes. Et donc ça va être tous les entiers qui sont... Donc ça c'est tous les multiples de 3, ça c'est tous ceux qui ont un reste qui vaut 1, ça c'est tous ceux qui ont un reste qui vaut 2. On peut faire ça pour n'importe quel entier, comme c'était une relation d'équivalence. En particulier, je ne l'ai pas écrit dans la fiche, mais il y a quelque chose de spécial lorsqu'on est modulo P. C'est qu'on peut faire en sorte qu'en fait que tout élément est un inverse dans la classe d'équivalence, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, je le ferai probablement plus tard dans une autre vidéo, je pense, parce que c'est pas en première année qu'on voit ça. Sur ce, je vais quand même continuer sur la suite et presque fin. On a le théorème chinois, voilà, c'est vraiment le nom, le théorème chinois, qui nous dit que si on prend n et m deux entiers, tels qu'ils soient premiers entre eux, pour tout a et b, on a donc des entiers relatifs, on a le fait que le système K est congru à A modulo n et K est congru à B modulo m, donc n et m, pardon, à une infinité de solutions, notamment en prenant U et V, deux entiers relatifs tels que NU plus MV soit égal à 1, on a une solution particulière K0 qui est égale à A plus NU fois B moins A. Vous pouvez vérifier, ça fonctionne. Et si vous voulez voir une utilisation du théorème chinois, je vous renvoie vers une vidéo de Matt Parker, je crois que c'est lui, qui a fait une vidéo il n'y a pas longtemps, donc c'est en anglais. Et en l'occurrence, il parlait d'un papier de recherche, et ils avaient dû étendre le théorème chinois, mais avec un peu plus d'une dizaine d'entiers, en gros, qui jouaient les rôles de n et m. Donc vous pouvez l'étendre, bien sûr, à plus. Mais c'est quelque chose d'utile, donc c'est ça qu'il faut retenir. Enfin, on a le petit théorème de Fermat, voilà, qui est bien connu. Si on prend P un nombre premier et N un entier, N exposant P est congru à N modulo P. Et si en particulier N et P sont premiers entre eux, alors on a N exposant P moins 1 qui va être congru à 1 modulo P. Ça, c'est lié au fait que N est un inverse du coup modulo P. Possède un inverse modulo P. Et la démonstration se fait en montrant tout d'abord quelque chose d'assez simple, c'est que pour tout cas appartenant à 1 à P-1, le K parmi P, le coefficient binomial, est un multiple de P. Voilà, c'est quelque chose qui est particulier que pour les nombres premiers en l'occurrence. Et c'est très utile puisque du coup vous faites un petit binôme de Newton dans vos démonstrations et ça tombe tout seul. Par contre, pas de binôme de Newton dans la démonstration du coefficient binomial, ça se fait avec une bonne vieille récurrence. Voilà, sur ce, c'est tout ce qu'il y a à retenir. C'était Adam, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour de la physique. Ciao tout le monde!